voudrais commencer en disant que, alors que l'image d'Épinal de la résistance qui prévaut encore aujourd'hui est celle plutôt de manifestations, d'attentats, de sabotage, il peut paraître étonnant qu'en pleine guerre, malgré les difficultés de toutes sortes, des groupes de résistants aient rédigé des projets de constitution, et cela dès 1941. Et pourtant, cela a été le cas, puisque l'on compte une vingtaine de textes constitutionnels qui datent des années 40-45. La pensée de la résistance s'est en effet cristallisée dans les projets constitutionnels. Refaire la France, réfléchir à son avenir, tel est l'esprit qui anime un certain nombre de résistants dès 1940. On peut évidemment s'interroger sur l'opportunité d'une telle attitude. Pourquoi penser au futur alors que les événements immédiats commandent une action militaire? Ça a été en fait un petit peu la philosophie du Parti communiste par la suite. Pourtant, un certain nombre de personnes, qui pour la plupart font partie d'un groupe de résistance, ne le pensent pas. Et donc les groupes d'études qui ont participé dès 1940 à ce vaste mouvement de réflexion, aussi divers que nombreux, ont un caractère commun. La réflexion se situe non plus au niveau des foyers traditionnels de pensée politique d'avant-guerre, les partis politiques ou les syndicats, mais dans un cadre nouveau, qu'il s'agisse de mouvements de résistance qui partagent leurs activités entre l'action et la réflexion, ou plus fréquemment de groupes de réflexion à proprement parler, constitués au fil des hasards et des affinités. Deux petits points complémentaires pour cette introduction. D'abord, quelques éléments sur le contexte qui a présidé à l'émergence de ces groupes de réflexion. Concernant les projets rédigés en France métropolitaine, il existe une très nette différence, tout le monde le sait d'ailleurs, entre la zone nord et la zone sud. D'un côté, en zone nord, les résistants sont en contact quotidien avec l'occupant, songent assez peu à l'avenir politique de la France, et de l'autre, non, je me suis trompée, en zone nord, oui c'est ça, et de l'autre, au contraire, on envisage dès 1940 de reconstruire sur des bases nouvelles. Sans être exhaustif, on peut mentionner 2-3 groupes en zone nord, malgré tout. L'un des premiers, tout le monde le connaît, c'est celui du Musée de l'Homme, composé de nombreux intellectuels, dont Jean Cassou et Germaine Tillon. Et justement, Germaine Tillon estimait, je la cite, vers 1940, les institutions de la France avaient un aspect suffisamment irréel pour être reléguées à l'arrière-plan. Il y a également le groupe de la rue de Lille, créé en octobre 1940 par Émilien Amaury, d'inspiration catholique et travailliste, également le mouvement Défense de la France, animé par Philippe Vianney, et l'organisation civile et militaire, que j'appellerai l'OCM, au sein de laquelle Bloch Mascar a constitué un groupe de réflexion, et qui tous deux seront à l'origine de projets d'ailleurs fort longs. En zone sud, au contraire, la zone non occupée, la liberté d'expression très partielle ouvre des perspectives à long terme, et permet l'explosion de multiples groupes. La réflexion se poursuit moins au niveau des mouvements, à l'exception de Liberté, qui a été fondée par François de Menton, que de cercles d'études qui se développent dans les grands centres urbains. À Lyon, à Toulouse, à Montpellier, qui est une ville universitaire, à Clermont-Ferrand, qui est une pépinière d'intellectuels résistants, en raison d'ailleurs de la proximité du Conseil d'État et de l'Université de Strasbourg. Au total, ces villes regroupent une quinzaine de cercles de réflexion dès 1940. Dans l'ensemble, ils sont mus par une inspiration commune, refaire la France, et par un refus unanime de la domination nazie. Mais ils se contentent, en 1940-41, de prendre un certain nombre de positions vis-à-vis des événements immédiats et d'appréhender l'avenir sous forme de projets encore très fragmentaires. Alors, ce tour d'horizon, quand même, comporte une exception. Il s'agit de l'expérience de l'école d'Uriage, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui a été créée par Dunoyer de Segonzac et qui se situe, bien sûr, à la charnière des deux mondes, participant à la fois du régime en place dans la France occupée et des aspirations de la résistance. Et elle-même, cette école d'Uriage attirera, comme on le sait, de nombreux intellectuels, d'Hubert Beuve-Méry à Emmanuel Mounier. Alors à Lyon, il existe plusieurs groupes de réflexion informels. Le groupe de la revue Esprit, qui a été interdite en 1941, celui qui a été constitué autour d'un journal qui s'appelle Temps Présent,
Et puis un certain nombre de petits groupes d'études qui se réunissent au gré des affinités, et puis des lieux où sont les résistants, qui sont organisés par André Philippe, et d'ailleurs souvent appelés les cercles Philippe, dont un est axé à Lyon sur les problèmes philosophiques et constitutionnels, auxquels assistent parfois Paul Bastide et François de Menthon, et d'autres encore. Et selon André Philippe, ce serait, je ne peux pas le dire, le premier groupe qui aurait rédigé le premier texte constitutionnel de la résistance, texte qui est signé d'André Philippe. Est-ce que c'est un projet commun ou individuel? Je ne peux pas vous le dire. De même à Montpellier, où un cercle Philippe réunit René Courtin, Pierre-Henri Tedgen et Marc Bloch. Également à Marseille, ou avec Francis Lénart, à Toulouse avec Jules Moch, André Henriou et Jean Cassou, peut-être Léo Hamon. C'est donc dans le cadre de ces groupes que les futurs membres d'ailleurs du Comité général de la résistance, du CGE, vont se retrouver, vont se rencontrer ou se croiser en tout cas dans les premières années de la guerre. Le Comité général d'études a été créé le 1er juillet 1942 par François de Menthon, avec l'aval officiel de Jean Moulin. On dit souvent que c'est Jean Moulin qui l'a créé, il a donné son aval, c'est un peu différent, et va devenir un centre de rencontre et de réflexion, notamment en matière constitutionnelle, qui permettra à de nombreux résistants de discuter sur les projets constitutionnels. Trois de ses membres d'ailleurs rédigeront un projet à titre personnel, Paul Bastide, Michel Debré et François de Menthon. Enfin, il faut mentionner aussi en France les projets de Vincent Auriol, de Jules Moch et de Jules Jeannet. Il n'existe, comme je l'ai déjà dit, aucun projet, ou peut-être pas, aucun projet qui émane du Parti communiste, seul mouvement qui a considéré que la priorité était la lutte armée et non pas la rédaction de textes inutiles, disait-il. À Londres, il y a une section de réforme de l'État qui est présidée à partir de l'automne 1942 par Félix Gouin. En réalité, cette section n'aboutira qu'à un seul projet, qui est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est intéressante. Enfin, ce sera à peu près tout. Et puis à Londres aussi, Charles Dumas et Félix Gouin, tous deux membres du comité d'action socialiste, rédigeront leur propre projet de constitution. Donc vous voyez des très nombreux projets individuels. Et enfin à Alger, on peut noter les projets de constitution individuels, ceux-là de Jules Moch, de Lavergne, d'André Henriou, de Coste-Fleuret, donc ça fait beaucoup, et qui seront tous membres d'ailleurs de la commission d'études de réforme de la Constitution, que j'appellerai la commission d'Alger pour aller plus vite, qui a été créée en 1944, en janvier 1944, par André Philippe. Cette commission d'ailleurs proposera un rapport très intéressant, qui n'est pas à proprement parler un projet de constitution, mais qui va résumer un petit peu toutes les idées constitutionnelles qui ont été évoquées par les personnalités individuelles à Alger, comme d'ailleurs à Londres et en France. Alors, le général de Gaulle a eu connaissance certainement, on n'en est pas absolument sûr, d'un grand nombre de projets. Il n'a jamais donné son aval à aucun d'entre eux, ni n'a fait aucune observation à leurs propos, ce qui est un petit peu décevant, mais c'est ainsi. La plupart des projets ne se présentent pas, et là je vais passer plus vite, sous l'aspect formel d'un texte divisé en titres et en articles, ce qui rend leur lecture un peu plus longue et difficile. Seuls 5 d'entre eux, le premier projet d'André Philippe, car il en sortira 2, un en 41-42 et un en 44, ceux du CGE de défense de la France, de Paul Bastide et de Charles Dumas, sont des constitutions à proprement parler. Les autres projets sont des documents exploratifs, voire explicatifs, très longs, qui souvent font des comparaisons avec l'histoire constitutionnelle, avec les constitutions étrangères, notamment, ça peut paraître curieux, la Suisse, les États-Unis et la Russie. Il y a beaucoup de comparaisons avec ces trois pays. Enfin, les textes que l'on trouve sont d'une longueur très différente. Elles vont du texte d'André Philippe, 12 articles, au texte de défense de la France, 201 articles. Une de mes constitutions préférées, c'est la plus originale en tout cas. Malgré leur profusion, tous ces cercles de réflexion ne concernent que des minorités qui appartiennent pour la plupart à un milieu intellectuel ou politique. Concernant par exemple les projets individuels, 14 en tout, 7 projets sont l'œuvre de professeurs de droit, 5 de parlementaires dont un avocat, un d'un ministre et futur président de la République, vous l'avez reconnu, et un d'un membre du Conseil d'État.
Quant au CGE, Comité Général d'Études de la Résistance, 8 sur 9 de ses membres sont des juristes, et encore Robert Lacoste a-t-il fait du droit, donc il est aussi un petit peu juriste. Et la plupart de ces projets n'ont pas réussi à sortir de l'ombre, ni à influencer véritablement les travaux de l'Assemblée d'Alger, et la mise en place des structures politiques et administratives à la Libération, sauf quelques-uns, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, deuxième réflexion pour terminer cette introduction, qui sont les auteurs de ces projets et quel projet ai-je choisi? J'avoue que je n'ai pas choisi, alors pour commencer, d'abord il y a heureusement un livre passionnant, présenté par Jean-Éric Callon, dont d'ailleurs vous avez fait la préface. Jean-Éric Callon était l'auteur d'une thèse sur André Philippe et il a réussi à retrouver je dirais, la plupart des constitutions qui se trouvaient soit aux archives nationales, soit dans des archives privées, soit elles étaient très dispersées, et à les faire publier à la documentation française. Donc ça, c'est un instrument absolument indispensable pour pouvoir un petit peu comparer toutes ces constitutions. J'ai donc privilégié certaines d'entre elles, je vais essayer d'être rapide là-dessus, soit pour leur intérêt particulier. Par exemple, les projets de défense de la France et d'OCM, à mon sens, sont absolument passionnants et très longs, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'échanges entre plusieurs groupes et plusieurs personnes. Deux, particulièrement, les projets d'André Philippe, qui ont été débattus par un certain nombre de personnes, et puis le projet du Comité Général d'Études de la Résistance, qui vraiment a fait l'objet de discussions bien au-delà de son cercle, notamment par l'OCM, par Charles Dumas, par des membres du Parti Socialiste, etc. Et puis, bien sûr, j'ai retenu aussi les projets de Michel Debré, de François de Menton et de Paul Bastide, qui faisaient partie du CGE, enfin qui ont fait partie par la suite du CGE. J'ai choisi également, parce qu'ils reflétaient une tendance précise, certains textes, par exemple, ceux qui avaient une inspiration socialiste, ceux d'André Philippe, de Charles Dumas, de Félix Gouin, de Jules Mock, ça en fait pas mal, et ceux qui avaient une inspiration MRP, parce qu'ils m'ont paru bien refléter pour partie d'ailleurs, les projets de 44-45 et puis certains de 1958. Voilà, alors, et puis j'ai retenu bien sûr, pour la période d'Alger, quasiment tous les projets, dont celui de la commission d'études de la réforme de la Constitution, très utile encore une fois, puisqu'elle résume à peu près l'ensemble des propositions, très variées. Et d'ailleurs, ce choix et ces constitutions envisagent à quelques nuances près la plupart des solutions qui ont été préconisées par l'ensemble des 19 textes, peut-être qu'il y en a d'autres, que je n'exclus d'ailleurs pas pour autant. Bon. Alors simplement, deux, trois petits mots, parce que ce qui est intéressant, c'est de distinguer les projets individuels, il y en a beaucoup, des projets collectifs. Bon. En ce qui concerne les projets individuels, je pense que vous connaissez toutes les personnes qui ont été citées. En ce qui concerne les projets collectifs, deux ou trois mots sur chacun des groupes qui ont discuté avec d'autres. D'abord, Défense de la France, je pense que peut-être vous connaissez bien, mais qui est un mouvement clandestin qui a été créé en 1940 par Philippe Vianney et Robert Salmon, qui étaient étudiants à la Sorbonne, où se réunissaient beaucoup d'étudiants et des personnalités très connues comme Philippe Vianney, comme Robert Salmon, comme Jacques Lucéran, qui est d'ailleurs auteur d'un merveilleux livre qui s'appelle « Et la lumière fut », dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, parce qu'il y a eu un livre sur ce livre, que je vous conseille, comme Jean-Daniel Jurgenson et comme Geneviève de Gaulle-Antonius, qui a rejoint ce mouvement en 1943. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces trois groupes ont tous publié des cahiers très intéressants. Pour les cahiers de défense de la France, la moitié des textes sont consacrés aux problèmes constitutionnels. De même, l'OCM, qui était un des 8 grands réseaux de la résistance, membre du CNR, qui recrutait surtout dans la bourgeoisie, l'industrie, les commerçants, les professions libérales, et qui va publier des cahiers, les cahiers de l'OCM, d'excellente qualité intellectuelle, auxquels participeront également des personnalités brillantes, Jacques-Henri Simon, qui était avocat au Conseil, Jacques de Bubridel, qui était député, sénateur gaulliste ensuite, Georges Isard, avocat, Claude Bélanger, journaliste, Le Faucheux, industriel, qui va rejoindre le CGE par la suite, Jacques Rébérol, Aimé Lepère, qui deviendra ministre des Finances dans le gouvernement provisoire de la République. Donc, un certain nombre d'intellectuels qui se réunissent finalement pour discuter des projets d'avenir.
Et puis, donc, le comité général d'études de la résistance, je vais éviter d'en parler trop parce que j'ai fait ma thèse sur ce comité, donc j'aurais tendance à le mettre en avant. Le comité général d'études de la résistance qui en fait réunissait 9 personnalités fort connues, d'abord 4, François de Menthon, Paul Bastide, Robert Lacoste et Alexandre Parodi. Et puis se joindront fin 1942 à ce comité Pierre-Henri Tedgen, René Courtin, et quand le CGE quitte Lyon pour Paris, le bâtonnier charpentier Michel Debré et Pierre Le Faucheux. Voilà. Donc 9 personnalités de premier plan, un groupe qui va devenir de plus en plus important, susciter d'ailleurs des jalousies ou des haines dans la résistance, et qui à partir de 1943 deviendra une sorte de conseil d'État clandestin, qui va seconder les délégués par intérim, qui va participer, Michel Debré en tout cas, à la nomination des préfets. Ils vont également participer au choix des secrétaires provisoires à la Libération, c'est-à-dire des ministres en fait. Et Alexandre Parodi sera en fait le successeur de Jean Moulin. Donc un groupe extrêmement important. Et puis dernier groupe, mais j'en ai déjà parlé, la commission d'Alger, ou la commission d'études de la réforme de la Constitution. Ses membres se réuniront toutes les semaines dans le bureau d'André Philippe, parce qu'André Philippe ne devait pas en être le président, mais il l'a été de facto. Et on retrouvait Oriou, Jules Mock, Paul Costefleuret, Laverne, Pierre Cotte, Gazier, Giacobi, enfin, nombre de personnes dont tout le monde a entendu parler. Voilà pour ce qui concerne les groupes. Alors passons maintenant aux projets constitutionnels eux-mêmes. 2 points sur ces projets constitutionnels. Un point qui concerne plutôt l'analyse des rouages politiques et ce que proposent les différents groupes pour les rouages politiques. Et puis un second point je dirais, qui m'a semblé plus intéressant, qui consiste en des propositions nouvelles ou pas tout à fait nouvelles, parce qu'il y a eu quand même on en a parlé auparavant, mais des aspects constitutionnels nouveaux, comme par exemple la formulation d'une déclaration de droit, le contrôle de constitutionnalité, etc. J'en parlerai. Donc je commence par parler des rouages politiques. Évidemment, ces projets présentent un grand intérêt parce que, d'abord, ils sont dans le prolongement, plus ou moins, du courant de réforme de l'État des années 34-36, dont ils s'inspirent partiellement. D'autre part, ils incarnent un courant révisionniste qui anticipe non pas forcément des lendemains qui chantent, mais des temps meilleurs, porteurs d'espoir. Donc ils prennent date, une vision qui est loin d'être évidente en pleine guerre, en préparant la reconstruction constitutionnelle en vue de la libération, une libération que beaucoup pensaient être relativement proche, ce qui n'a pas été le cas. Et puis enfin, ils anticipent, je suppose, Didier nous le dira, ils anticipent pour partie les discussions de 1945-46. En fait, tout est passé au crible en ce qui concerne les projets réellement constitutionnels, enfin les rouages politiques, tout est analysé. On trouve quand même dans ces projets tous les débats qui vont animer la première puis la seconde commission de constitution en 45-46. C'est-à-dire tout ce qui concerne les pouvoirs respectifs du gouvernement, du Parlement, le monocaméralisme, le bicaméralisme, le droit de dissolution, etc. Enfin, tous les problèmes constitutionnels. Alors, premier point, quel régime propose ces groupements de résistance? Eh bien, première idée, et ça aussi tout le monde le sait, les mouvements tendent prioritairement à remédier au dysfonctionnement de la Troisième République. La Troisième République est unanimement condamnée. La seule constitution qui prône de revenir à une version corrigée des lois constitutionnelles de 1875, c'est celle du professeur Bastide, qui fera partie du CGE. Alors voilà ce qu'il dit: il y aurait intérêt à minimiser le problème constitutionnel par un retour silencieux aux institutions antérieures, qui auraient pu ainsi être réformées sans fracas. La rédaction, à ses yeux, est un pis-aller et ne fait que céder à une mode impérieuse. Ça, c'est vrai qu'il y avait la mode des constitutions. Le rejet donc, de la Troisième République est unanime et le vœu national n'est pas de réviser la Constitution de 1875, c'est ce que dit Libération d'ailleurs, mais bien de faire une tout à fait nouvelle Constitution. La Libération dit le problème des institutions de la Quatrième République apparaît donc comme une transformation radicale. La chose curieuse, c'est que dans l'ensemble de ces 19 projets de constitution, pas un n'utilise le mot Quatrième République, sauf le projet de défense de la France qui le met en titre de sa constitution.
Alors, pour la plupart, on peut dire que c'est la République qui est prônée. Les résistants n'oublient sans doute pas que la Troisième République a été fondée à une voix de majorité le 30 janvier 1875 et qu'il ne faut peut-être pas revenir en arrière, je ne sais pas si c'est ça leur idée. En tout cas, l'OCM, le CGE proclament une constitution qui sera républicaine et parlementaire. Dans l'ensemble, 17 sur 19 projets, ce qui est énorme, prônent un régime de type parlementaire rationalisé. Deux constitutions seulement prônent un régime de type présidentiel, encore qu'il s'agisse d'un régime de type un peu mixte. Ce sont Défense de la France et l'organisation civile et militaire. C'est plutôt un régime qui concilie régime présidentiel et régime parlementaire. On voit que le projet de défense de la France confère au président de la République des pouvoirs exceptionnels. L'un ressemble d'ailleurs beaucoup au futur article 16 de la Constitution de 1958. Et le président de la République, dans ce projet, cumule les fonctions exécutives qui sont longuement énumérées pratiquement toutes les fonctions. Alors, une chose intéressante dans ce projet de défense de la France, qu'on ne trouve pas dans les autres projets, c'est l'âge du président. On pourrait y penser pour notre prochaine élection présidentielle. Le président devra être âgé, dit Défense de la France, de 35 ans au moins et de 70 ans au plus au moment de son élection. Bon, c'est embêtant parce que ça élimine certaines personnes. C'est le seul projet qui mentionne cette condition. Et naturellement, le président est élu pour 4 ans, comme le président américain. L'OCM propose également à peu près le même schéma, donc je ne vais pas insister. Mais au-delà de ces deux projets, Défense de la France et OCM, c'est un régime parlementaire qui est privilégié. Un régime parlementaire qui, pour Michel Debré, va être un régime proche tout de même de la Constitution de la Ve République, dont de nombreuses innovations trouvent leur origine dans les propositions qu'il a formulées pendant la clandestinité. À commencer par donc ce régime parlementaire rénové, dont il va exposer les grandes lignes au Conseil d'État le 27 août 1958. Je le cite, pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel, la voie devant nous est étroite, celle du régime parlementaire. Alors, deuxième point, que pensent les résistants de l'exécutif? Eh bien, on peut dire que d'abord la plupart s'attachent à revendiquer, c'est pratiquement la chose la plus importante, un gouvernement fort et stable, et un gouvernement qui gouverne. Je commencerai par le président de la République, ce qui est un petit peu illogique parce que la plupart des constitutions s'ouvrent non pas sur un titre du président de la République, mais sur un titre concernant le pouvoir législatif. En fait, c'est le pouvoir législatif dans la plupart des constitutions qui est primordial. Seuls tout de même quelques projets, celui de Michel Debré, celui du Comité général d'études de la résistance, les projets de l'OCM et de Jules Mock s'ouvrent sur des articles instituant un président fort. Dans l'ensemble, aucun projet n'envisage l'élection du président de la République au suffrage universel. Il n'est pas encore temps. Selon Michel Debré, je le cite, cela impliquerait que nos enfants seraient gouvernés par un général à la manière des pronunciamentos et rendrait inévitable, ça je suis tout à fait d'accord, le conflit, enfin pas forcément, entre un président, c'est à discuter, et une assemblée, tous deux élus par le peuple. Et la France, dit-il, n'a donc pas le choix, son chef d'État ne peut être qu'un monarque, mais comme les Français ne sont pas prêts à envisager une restauration, c'est un monarque républicain qui donnera sa chance à la démocratie française. Quant à l'OCM, voilà ce qu'elle dit sur le suffrage universel. Elle rappelle que notre pays n'a connu l'élection au suffrage universel qu'en 1848 et elle a donné, il faut bien le reconnaître, d'assez mauvais résultats. Et la commission d'Alger, pour la commission d'Alger, le résultat du suffrage universel, je cite, serait d'abord l'anarchie, chacun des deux pouvoirs empêchant l'autre de gouverner. C'est un peu ce que dit Michel Debré. Donc en général, et là je vais passer plus vite, la plupart des projets qui prévoient l'élection du président de la République sont favorables à un collège électoral élargi. De nombreux projets, l'OCM, Michel Debré, Défense de la France, de nombreux projets. On peut dire que, en gros, alors un collège électoral élargi qui comprendrait des conseils généraux selon les projets. Pour Michel Debré de France et d'Algérie, des représentants des conseils municipaux, etc., etc. Là, je ne vais pas détailler. En gros, l'ensemble du collège électoral
selon les projets, va de 1300 à 1500 personnes, ce qui n'est rien comparé aux 75 000 personnes du collège électoral de 58 à 62. Concernant la durée du mandat présidentiel, là aussi, cette durée est extrêmement variable. Alors, elle va de 4 ans renouvelables, c'est le projet de défense de la France, qui s'inspire des États-Unis, à 10 ans pour André Philippe, et à 12 ans, comme le préconise Michel Debré, car, dit-il, c'est la vie moyenne des monarques héréditaires, et le monarque républicain ne pourra pas prétendre à un second mandat, de façon, ajoute-t-il, à le soustraire à l'aléa de la réélection, qui risque de susciter en son esprit de mauvais réflexes de politique intérieure. Le CGE propose 7 ans, etc. On a toutes les formules possibles. Que dire encore sur les pouvoirs? Sur les pouvoirs, très curieusement, on peut commencer par le projet de Vincent Terial qui est d'autant plus intéressant qu'il a quand même exercé la magistrature suprême sous la 4e République. Le chef de l'État qu'il nomme tantôt le chef, tantôt curieusement le chef de la République, doit être élu pour la durée de la législature 3 ans par l'Assemblée au suffrage universel, de même que dans une entreprise privée, c'est le conseil d'administration qui choisit le directeur. Et alors il dit qu'il sera assisté par un vice-président de la République chargé de le suppléer, notamment dans les représentations et les réceptions. Ainsi, vous allez voir la suite, ainsi selon Vincent Auriol, et c'est écrit dans son projet, le chef ne sera plus accablé par les solennités, les réceptions, et se concentrerait sur la direction de l'action gouvernementale, la direction du travail législatif. Je cite, « Le chef de l'État n'irait peut-être plus inaugurer les expositions canines, félines, culinaires, florales, ni les foires ni les comices, ce ne serait pas un malheur public. » Voilà. Donc, en ce qui concerne la plupart des projets, curieusement, le président de la République, qui vient quand même, sauf 4 ou 5 projets en second par rapport à l'Assemblée nationale, le président de la République se voit conférer des pouvoirs beaucoup plus importants que sous la 3e République. Donc ça, c'est une curiosité. Pour beaucoup, il peut dissoudre l'Assemblée, alors qu'il n'est pas responsable de l'Assemblée, il dispose de l'initiative législative. Bref, faute de temps, je ne peux pas donner des détails, mais en tout cas, voilà, le président de la République, quand il est prévu par les projets constitutionnels, a des pouvoirs beaucoup plus forts que sous la 3e République. Il n'inaugure plus les chrysanthèmes, encore qu'on retrouve régulièrement la formule, il inaugure les solennités nationales. À l'inverse, pourtant, un certain nombre de projets, surtout les projets socialistes, partant de l'idée que le président de la République n'a jamais exercé en France que des attributions théoriques plutôt que pratiques, les projets socialistes ne retiennent pas l'idée d'un président de la République, mais simplement d'un chef du gouvernement. Le président de la République disparaît. Et puis entre ces deux extrêmes, on a des projets qui sont favorables à une solution intermédiaire, comme celui d'André Auriou et d'André Philippe d'ailleurs, qui reportent la plupart des prérogatives du président de la République sur le président du Conseil. On voit que dans l'ensemble des projets, le président du Conseil, enfin le chef du gouvernement est appelé soit président du Conseil, soit Premier ministre. C'est vraiment 50-50 à peu près. Alors, quid du législatif? Il faut que je me dépêche. La plupart alors, curieusement, la plupart des débats ont concerné non pas tellement au départ les rapports entre l'exécutif et le législatif, mais l'alternative monocaméralisme-bicaméralisme. Ça a été la grande chose. 11 projets sont favorables au bicaméralisme traditionnel, mais un bicaméralisme qui est pratiquement toujours inégalitaire. C'est-à-dire qu'on a une chambre, l'Assemblée nationale en général, importante, et puis une assemblée secondaire qui n'a guère de pouvoir, quand elle existe. Dans l'ensemble, bon, au niveau du nombre, la plupart des projets retiennent à peu près de 400 à 500 personnes à l'Assemblée nationale. Alors, en ce qui concerne... pardon, du coup, je passe assez vite là-dessus. En ce qui concerne donc ces projets, ceux qui retiennent le monocaméralisme, c'est-à-dire une seule chambre, retiennent bien sûr l'Assemblée nationale, mais cette chambre, je dirais, ce projet est toujours complété par une chambre qui ne joue pas un rôle politique direct,
qui ne peut pas intervenir dans l'activité gouvernementale, mais qui a certains pouvoirs, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à d'autres niveaux. Donc il y a toujours un petit peu l'esprit d'une seconde chambre, qu'elle soit officielle ou qu'elle soit officieuse et chargée de peu de pouvoir. Alors, quels sont maintenant les rapports entre l'exécutif et le législatif, qui sont longuement examinés, il faut dire. Une idée fixe, on le comprend, la plupart des projets considèrent, oui, la plupart, vraiment la majorité, que la cause principale de l'instabilité ministérielle sous la Troisième République, je vous rappelle, 104 gouvernements de 1871 à 1940, a été la procédure d'interpellation. Et les ministres étaient mis en minorité sans préavis, voire même parfois se retirer après avoir obtenu un vote de confiance, c'est arrivé, Aristide Briand par exemple, et l'ensemble des projets a donc cette idée fixe d'assurer une stabilité gouvernementale, ce qu'on appellera la rationalisation du pouvoir, et surtout un gouvernement de législature. Alors un gouvernement de législature, cela veut dire un gouvernement, en gros, qui reste en fonction aussi longtemps que l'Assemblée dont il est l'émanation, et le renversement du gouvernement entraînant la dissolution de l'Assemblée selon certaines conditions. Alors André Philippe, le premier projet qui a quand même écrit le premier projet constitutionnel de la résistance, prévoit que si l'Assemblée nationale, qui est élue pour 5 ans, peut interpeller le gouvernement sur sa politique générale, à partir de la 3e année de la législature, le vote de censure entraîne automatiquement la dissolution. Jules Mock, lui, prévoit que la dissolution est automatique dès lors qu'il y a renversement du gouvernement. Donc, et Vincent Auriol et Debré évoquent longuement cette question, et Debré par exemple remplace les interpellations, et là on est déjà dans la Ve République, par un débat annuel au Parlement sur le programme du gouvernement. C'est le futur article 49 alinéa 1 de la Constitution actuelle. Un débat annuel qui serait suivi d'un vote de confiance après un délai de 48 heures. Alors il faut dire que les communistes vont s'opposer à toutes ces solutions et pour eux, seul compte l'Assemblée nationale. Ils mettent en avant la souveraineté de l'Assemblée nationale et ils sont absolument opposés au projet de dissolution et en particulier de dissolution automatique. D'ailleurs, ces projets de dissolution automatique, mais je vous le dirai peut-être, ne verront jamais le jour. Bon, il y aura d'autres projets, mais je laisse Didier en parler, sous la 4e République. En fait, comme chacun le sait, ils seront tellement complexes et difficiles à mettre en œuvre qu'il n'y aura qu'une seule dissolution, la fameuse dissolution Edgar Faure le 2 décembre 1955. Et puis, pour terminer sur ces aspects, la question du mode de scrutin est largement abordée. Et alors là, tous les modes de scrutin y passent, donc je ne vais pas peut-être m'attarder là-dessus. Pour, bien sûr, Michel Debré, c'est un scrutin majoritaire à un tour pour éviter les maquignonnages du second tour. Pour les socialistes, c'est la représentation proportionnelle, etc. Bon, c'est pas. Donc si on veut retenir les idées dominantes de tous ces projets, in fine, c'est une Assemblée nationale prédominante, un président de la République qui retrouve tout de même un certain nombre de pouvoirs par rapport à la Troisième République, et puis surtout un parlementarisme rationalisé, caractérisé par un gouvernement de législature. Là, voilà. Alors après cet inventaire un peu à la Prévert, je vais aborder les aspects, ce sera ma deuxième et dernière partie, n'ayez crainte, les aspects les plus intéressants des projets, à savoir les aspects constitutionnels nouveaux ou les innovations constitutionnelles qui ne sont pas totalement des innovations, qui portent sur la formulation d'une déclaration des droits, l'exigence d'un contrôle de constitutionnalité, ça c'est un point très fort, l'établissement d'un statut des partis politiques, et puis je n'aurai sans doute pas le temps d'en parler, je parlerai un peu de la famille quand même, parce que c'est amusant, la réforme des institutions, surtout la justice et la presse, on trouve ces deux institutions dans les projets de constitution. Et puis les réformes de structure de l'économie, on les trouve dans quelques constitutions, mais je n'en parlerai pas. Alors, la majorité des projets de résistance prévoit une déclaration des droits. 6 n'en font pas mention. Curieusement, le premier projet d'André Philippe n'en fait aucune mention, ni ceux de Paul Costefleuret, Jules Mock, Félix Gouin, Jules Jeannet et Vincent Auriol. Bien. Les titres diffèrent. Pour les uns, comme le CGE et Charles Dumas, il s'agit des droits du citoyen. Pour d'autres, les droits de l'homme et du citoyen. Bref,
Les titres diffèrent, mais ça je crois que ça n'a pas une grande importance. L'idée, c'est que quand même, l'idée principale, c'est que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 doit rester à la base des gouvernements démocratiques et à la base de ces projets de résistance et de ces déclarations de droits. Alors, quel est le contenu de ces déclarations? En fait, la commission d'études de la réforme de la Constitution créée à Alger va résumer les choses. Elle dit que la reconstruction de la vie politique française doit commencer par la proclamation d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme, étant entendu que 3 principes sont affirmés. 1. La déclaration doit reprendre l'essentiel de celle de 1789. 2. Elle devra prévoir la garantie judiciaire donnée à tout individu victime d'une arrestation. Ça, c'est l'habeas corpus anglais. Et 3. Elle devra enfin définir les droits économiques et sociaux non prévus en 1789, en s'inspirant sur ce point de la Déclaration des droits soviétiques. Ça m'a un petit peu étonné. Bon. Et donc, ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est non pas toutes les formules de 1789 qui sont reprises dans la plupart des projets, mais ce sont justement les considérations sur la vie économique et sociale. Un certain nombre de groupements admettent que la Constitution de 1789, la Déclaration de 1789, elle est formidable, mais elle n'a pas pensé elle n'a pas pensé aux problèmes économiques et sociaux. Elle ne pouvait pas le faire d'ailleurs probablement, et donc il faut s'y mettre, en gros. Et ce que j'ai trouvé dans un grand nombre de projets, c'est plutôt un point sur le droit au travail. On retrouve ce droit au travail dans de nombreux projets. Et un droit au travail, c'est toujours la même formule, curieusement. Pourtant, les projets en question que je vais citer n'ont pas forcément dialogué entre eux. Ce droit assure la subsistance de l'homme libre. C'est une formule qu'on trouve dans au moins 7-8 projets, ceux du Comité général d'études de Charles Dumas, d'André Oriot, etc. Et puis on retrouve aussi, et là je vais peut-être un petit peu vite, mais enfin en gros c'est 1789 et de nouveaux projets, on retrouve aussi dans plusieurs projets ce qui concerne la famille. Alors naturellement il y a le MRP. Le MRP, on sait que le vote familial était une demande du MRP, mais elle l'était aussi du Comité général d'études de la résistance, qui prônait un vote familial. Je ne sais pas très bien comment il l'aurait organisé, parce que ce vote donnait au chef de famille une voix supplémentaire pour 3 enfants, 2 pour 4 et 3 pour 5. Bon. Un petit peu curieux. Défense de la France, alors toujours assez original, projet toujours assez original. Je cite Défense de la France, dit « La 4e République honore et protège la famille. Des dégrèvements massifs d'impôts en faveur des familles nombreuses et des retenues importantes sur le traitement des célibataires seront établis par la loi. » Et ajoutant « L'enfant est le bien le plus précieux de la société qui doit assurer son bien-être matériel et moral. » Et Défense de la France, à nouveau, tout citoyen doit s'efforcer de fonder une famille et de se souvenir qu'un pays sans enfants est voué à la déchéance irrémédiable. Voilà. Bon, bien sûr, la conception des droits diffère d'un projet à l'autre, et ça m'amène à presque mon dernier point. Certains estiment que la Déclaration des droits de l'homme doit être simplement une motion de principe, d'autres, au contraire, qu'elle doit avoir valeur constitutionnelle. Et donc c'est tout le problème du contrôle de constitutionnalité, c'est le second point, qui va être longuement évoqué. La majorité des projets est favorable, 11 ou 12 je crois sur 19, est favorable à un contrôle de constitutionnalité. Alors est-ce le modèle européen de Kelsen, ou est-ce le modèle américain d'une Cour suprême? On vogue entre les deux. Pas mal de projets prévoient la création d'une cour spéciale qui n'est pas tout à fait la Cour suprême américaine, mais bon, le Comité général d'études de la résistance, par exemple, après avoir au contraire critiqué l'idée d'une Cour suprême, finalement l'adopte. L'OCM, qui crée une Cour suprême de l'égalité, mais il critique par exemple le projet du CGE, parce que la composition de la Cour prévue par le CGE était faite pour moitié de parlementaires qui avaient déjà pris part au vote de la loi
qui pourrait être annulé. Donc c'était totalement, je dirais, antinomique. Félix Gouin propose également une Cour suprême. Mais la chose la plus curieuse, c'est qu'au moins 3 personnes, ou 4, en fait 3 projets ou 4, repoussent la solution d'une Cour suprême et proposent, chose curieuse, la solution du référendum. Une solution qui paraît extrêmement complexe à mettre en œuvre. En fait, l'idée c'était de rendre le peuple lui-même arbitre du débat. Si, par la voie du référendum, si une loi est considérée comme inconstitutionnelle, eh bien sûr, le président de la République va la déclarer inconstitutionnelle, ou bien un autre, ou bien le chef du gouvernement. Mais ensuite, la souveraineté va appartenir au peuple et non pas aux juges. Et non pas aux juges, on retrouve cette négation dans toutes les constitutions qui prévoient un référendum, ce qui est assez curieux. En tout cas, le contrôle de constitutionnalité est un cheval de bataille du MRP en 1945. Dernier point, le rôle et le statut des partis politiques. Là aussi, dans l'ensemble, les mouvements de résistance en ont tous parlé pour la bonne raison qu'ils sont tous hostiles aux partis politiques et notamment à la résurgence des anciens partis politiques de la Troisième République qui ont perdu la Troisième République, etc. Et ça va être, je dirais, une des causes d'une grande querelle entre Pierre Brossolette et Jean Moulin, qui aura pour instruction en fait, de représenter au sein du futur CNR un certain nombre de personnes, des groupements de résistance, mais aussi des formations politiques. Donc ça va être là un moment très dur entre Pierre Brossolette et Jean Moulin. Malgré cette hostilité générale des partis, aucun projet n'en rejette la nécessité, et même 6 projets leur consacrent un chapitre complet, justement en organisant un petit peu je dirais la structure des partis. Ils vont assez loin, et surtout en prévoyant, ça c'est relativement moderne, en prévoyant, pour assurer leur indépendance et la régularité des élections, en prévoyant de mettre gratuitement à leur disposition des fonds, des espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi une aide qui éviterait, dit Michel Debré, à un parti qui a de l'argent de gagner les élections en raison de sa richesse. Voilà. Il faudra finalement attendre. Alors ça, les partis, je crois, ne figurent pas dans la Constitution de la 4e République, en tout cas pas dans le préambule. Il faudra attendre évidemment le préambule même pas le préambule d'ailleurs, l'article 4 de la Constitution de 1958 pour que les partis soient reconnus. Et puis tous les projets, presque tous prévoient une révision de la Constitution, mais ça je laisse de côté parce que ce n'est pas l'essentiel. Là était l'essentiel. Alors pour conclure, 2-3 remarques. D'abord, je trouve, ébloui par la richesse de ces projets constitutionnels. En particulier pour moi, ceux d'André Philippe de l'OCM, enfin ça c'est mon opinion personnelle, et de défense de la France. Et bien sûr du Comité général d'études. Je l'oubliais. Mais on est aussi étonné par le fait que le général de Gaulle ne se soit apparemment jamais prononcé à leur sujet. Ça c'est une chose curieuse. D'autre part, à lire ces projets, on constate qu'il n'existe pas réellement de clivage entre les tendances, on dirait maintenant aujourd'hui de gauche, et celles de droite, sauf sur quelques points. Par exemple, le président de la République. Par exemple aussi parfois la prééminence absolue de l'Assemblée nationale. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'il y a des chassés-croisés à tous les niveaux, que les groupements soient de gauche ou de droite. Et enfin, pour terminer, on peut regretter, et je le regrette, qu'un très petit nombre de ces projets ait trouvé un aboutissement dans la Constitution de la 4e République. Il y a quelques éléments du projet d'André Philippe et de François Menton. En revanche, mais ça Didier va nous le dire, ou me contredire, en revanche, ils trouveront... ah bon, pardon. En revanche, ils trouveront un aboutissement dans la Constitution de 1958,
à travers les textes, les propositions de Michel Debré, parfois certaines propositions de François de Menthon et surtout les propositions du Comité général d'études de la résistance. Et paradoxalement, et ce sera ma dernière phrase, paradoxalement, c'est un politologue américain très connu, professeur à Harvard, Nicolas Wall, en quête des origines de la Constitution de 1958, qu'il appartiendra de faire sortir de l'ombre le projet clandestin du CGE et d'en démontrer l'intérêt historique par un article passionnant, je trouve, publié en mars 1959 dans la revue française de sciences politiques, intitulée « Aux origines de la Constitution ». Voilà, pardon pour le... C'était un peu long, désolé. Merci pour avoir dit tant de choses. Oui, un petit peu trop. Tant de choses, non. Pardon. Un petit peu de temps, je pense que Didier Mauss... C'est difficile avec 19 projets, là. Reprendra séance, aura le temps de dire tout ce qu'il a à dire. Bon. Sauf si vous voulez, oui. Moi, je n'ai pas prévu d'ouvrir une discussion, parce que je préfère que Didier Mauss s'exprime. D'abord sur un sujet tout à fait neuf. Donc une simple remarque, parce que ayant travaillé sur ce comité, celui de 34, le comité Bardou, hein, oui, mais je l'ai cité dans mon texte. comité technique pour la réforme de l'État, oui. Il y a une personnalité que vous avez citée, et vous avez dit notamment qu'il avait été membre de la commission d'études de la réforme de la Constitution de 1944, c'est Bernard Lavergne, ah, oui. qui est membre du comité Bardou de 1934, qui en 1934 est proche du courant radical, mais qui est un courant radical très anticonformiste, et puis qui est devenu à la fin de sa vie gaulliste de gauche, d'une hostilité résolue et argumentée à toutes les formules de supranationalité, et favorable à la création d'une deuxième chambre un petit peu modèle de celle proposée par le projet référendaire de 1969. C'est un peu ce que proposaient d'ailleurs les projets favorables à une Assemblée nationale importante. En fait, la plupart de ces projets proposent une seconde chambre sans beaucoup de pouvoir et qui représente les intérêts économiques professionnels. Il y avait combien de membres dans cette commission de Philippe D'André Philippe ? Oui. Ça a bougé tout le temps. Ça a bougé tout le temps. On a des listes à peu près fiables. Oui, non, mais je pense qu'il y en avait 6 ou 7 que j'ai nommés, pas nommés, faute de temps, oui. 6 ou 7 qui étaient des réguliers. Oui. Ils se réunissaient régulièrement quand même une fois par semaine. Oui. Pour le deuxième projet d'André Philippe. Oui, j'ai bien compris. Projet, celui 44. Je n'arrive pas à savoir s'il est individuel ou s'il a fait l'objet de la discussion, je pense que oui. Il y avait 6-7 qui étaient réguliers. Il y en avait probablement d'autres qui... Allez, Didier, à vous. Hein, j'ai meublé le temps là, pendant votre... Mais j'allais vous proposer de faire une suspension de séance. Donc, non, voilà. non, vous n'êtes pas encore assez épuisé. Bien. Capable. Tiens le choc. Choc, bien. Tout ça nous est pas quand même complètement étranger. Non, bien. Bon, en tout cas, merci Gilles de me donner la parole et merci de m'avoir invité à me pencher sur un sujet qui n'est pas celui qu'imagine Diane de Belsize. Parce que le sujet tel qu'il a été formulé et que je respecte, c'est le général de Gaulle et la République. Donc tu as l'initiative. J'en sais rien. Si, le général de Gaulle et la République. Alors là, je m'en veux. Le général de Gaulle et la République nouvelle, la pratique constitutionnelle à l'époque des assemblées consultatives et de la constituante 44-46. Donc c'est vraiment très précis. Et autant Diane a pu parler d'idées, autant moi je vais être dans les faits et essayer de voir comment les choses ont fonctionné en réalité de 44 à 46. Alors peut-être quand même, puisque j'ai le privilège de parler après Diane, une ou deux remarques sur ce qu'elle vient de dire. Si vous avez envie de connaître la suite de ce qu'a dit Diane, c'est-à-dire en quoi ces projets ont influencé ou n'ont pas influencé l'écriture de la Constitution de 46, et plutôt non d'ailleurs, comme elle l'a dit, il faut que vous invitiez Jeannette Bougrabe,
parce que c'est dans sa thèse sur l'écriture de la Constitution de 46 qu'il y a les meilleurs éléments sur le sujet. C'est une thèse qui date d'il y a une dizaine d'années et bon, à laquelle j'ai un peu collaboré. Et véritablement, c'est là où elle avait montré que ces projets avaient été complètement mis de côté et que du jour où la Constituante se réunit, les partis politiques reprennent le pouvoir, ce que nous savons assez facilement et que je vais un peu évoquer aussi ici, et que donc tout ça disparaît. Ce sont des idées du luberlu et il faut revenir aux choses sérieuses, y compris du côté de la SFIO ou du MRP. Alors le MRP s'inspirera un petit peu bon, de projets de Menton, mais bon, pas énormément. Et effectivement, François de Menton et André Philippe joueront un rôle parce qu'ils seront dans les commissions de la Constitution. Alors quant au problème du Parti communiste, c'est vrai qu'il n'a fait aucun projet. Il n'en a d'ailleurs pas plus fait après dans les projets qui sont pris en compte par la commission de la Constitution, aussi bien la première constituante que la seconde, il n'y a pas de projet communiste. Bon, parce que par principe, il considère qu'il ne faut pas se lier par bon, des propositions de ce type et que le système de la démocratie populaire est évidemment irréductible avec la démocratie parlementaire. Donc il ne faut pas à la fois montrer qu'on est contre et risquer qu'on vous le reproche ensuite. Donc ils ont fait effectivement le silence le plus absolu là-dessus. Bien, bon, mais j'en arrive à ce que je suis censé voir avec vous ce matin. Alors, ce que je vais vous dire s'inscrit effectivement dans un parcours, puisqu'on est reparti d'assez loin, et j'ai été extrêmement intéressé la dernière fois par Alain Laquiez, qui a évoqué l'attitude du général de Gaulle par rapport à la Troisième République, et d'ailleurs un certain nombre d'éléments que j'aurais dû citer ne le seront pas parce que je vous renvoie à ce qu'a dit Alain Laquiez. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, je m'adresse à Gilles. Est-ce qu'on a l'intention de publier ce texte? Oui, absolument. Parce que je ne sais pas où, mais je vous offre les pages. En principe, dans Espoir. Je vous offre les pages de la revue française de droit constitutionnel pour l'ensemble de la série, parce que je trouve que c'est tout à fait passionnant. Mais, Espoir a la priorité, ça va de soi. Bien. Ce qui veut dire que ça déborde. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des textes. Bon, voilà, bien. Voilà. Bon, donc vraiment on s'inscrit dans un parcours et voilà. Donc simplement comme d'habitude quelques observations méthodologiques avant d'aller plus loin. Bon, la première concerne le titre, la pratique constitutionnelle. Alors comme c'est une formule que j'ai énormément utilisée, je devrais savoir ce qu'il y a dedans, mais appliquée à la période 44-46, je suis très hésitant, car pour qu'il y ait une pratique constitutionnelle, il faut qu'il y ait une constitution. Or, nous n'avons pas de constitution, grosso modo, dans la période 44-46. Nous avons des pratiques, des modes de gouvernement, des relations, des incidents, mais pas de constitution au sens formel du terme. Donc, c'est plutôt la pratique des relations entre le gouvernement et d'autres aspects, ou la manière dont le gouvernement fonctionnait, que je vais étudier. Deuxième élément, les bornes chronologiques. Alors, la borne aval est assez facile à fixer. Je ne vais évidemment pas au-delà du 20 janvier 46, ce dimanche fatidique, au cours duquel, dès l'aube, le général de Gaulle dit à ses ministres, en les priant de rester debout, je m'en vais. Et voilà la nouvelle qui se propage, paraît-il, dans la journée. Plus difficile est de fixer le point de départ. À partir de quand faut-il prendre le sujet? Alors, il faut bien trouver une solution. Et donc, je pars du 25 août 44. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'est pas à Paris. Et De Gaulle revient à Paris le 25 août 44, si j'ai le temps, je l'évoquerai un peu plus loin. Et c'est véritablement le rétablissement du gouvernement dans la capitale de la République, avec tout l'appareil et toutes les conséquences que cela a. Et en 8 jours, en réalité, l'appareil d'État revient, 10 jours, revient à Paris. J'ajoute que cette date du 25 août offre un énorme avantage, autre que l'avantage historique, c'est que c'est la première date de l'année politique nouvelle formule. Et l'année politique, qui est un recueil absolument génial pour toute la 4e République, commence par le 25 août. Le 25 août 1944, à 19h30, le général de Gaulle arrive à l'hôtel de ville. Donc il y a une raison, je dirais, strictement documentaire pour partir du 25 août. Bon, vous reconnaîtrez avec moi que c'est aussi quand même une des grandes césures de notre histoire politique. Bon, et il faudra évoquer, si je peux, le retour rue Saint-Dominique. Et c'est surtout le moment où, en réalité, De Gaulle, chef de guerre, devient de plus en plus De Gaulle, chef de gouvernement.
bon, il s'installe dans les locaux du gouvernement et il préside des conseils des ministres à Paris avec tout l'apparat qui s'attache à cela. Donc, mon champ chronologique est extrêmement précis. Je commence le 25 août 44 et je termine le 20 janvier 46. D'où, effectivement, je ne dirai rien sur ce qui s'est passé dans l'élaboration de la Constitution de la 4e République. Alors, dernière précaution, les sources. Je viens de citer l'année politique. C'est un recueil fantastique, hein, il faut voir les choses comme elles sont. Alors un tout petit peu, quelquefois, bon, un peu, voilà, sujet à contestation, à discussion, mais les faits sont assez bien retracés, les dates sont exactes, les chiffres le sont, on ne trouve pas mieux pour cela. Alors évidemment, on est un peu suspect à l'égard de la préface d'André Siegfried, mais c'est pas très grave, dans la mesure où personne ne sait ce qu'il a fait entre 1940 et 1944. Il y a un blanc total dans la biographie de Siegfried, et donc, je me suis un jour amusé, je sais, à acheter la plaquette qui a été faite pour ses 100 ans à l'Institut de France, où des gens très très éminents ont pris la parole sur Siegfried. Pas un n'évoque cette période, pas un. Bon, alors, il a vécu, comme d'autres l'avaient dit à d'autres époques. Bon, donc, mais c'est quand même une source fantastique au jour le jour, et on n'a pas l'équivalent. Deuxième source, évidemment, ce sont les mémoires, à commencer par les mémoires du général de Gaulle, avec ce style extraordinaire, et plus je les relis, plus, bon voilà, je trouve qu'il a un sens de la formule qu'aucun d'entre nous n'est capable d'approcher. Et troisième source, ce sont les archives, et notamment les archives de Gaulle, qui sont à Pierrefitte, aux archives nationales. Alors j'y ai été, j'ai pas eu le temps de tout voir parce que un certain nombre de cartons étaient en lecture chez d'autres ou retenus par d'autres, mais j'ai eu le plaisir de voir que les cartons que j'utilisais étaient les mêmes que ceux qu'Alain Laquiez avait fréquentés quelques semaines avant, et donc nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais vous allez le voir, je vais essayer de vous citer quelques documents que j'ai puisés dans les archives. Il y a un fond tout à fait extraordinaire. Et puisque j'évoquais la publication de nos communications, j'ai une autre question pour le président du comité scientifique. Est-ce qu'il y a eu un colloque sur De Gaulle, président du GPRF, en tant que tel? J'en ai pas le souvenir, mais ma mémoire est défaillante. Bon, alors, je demande qu'au prochain conseil scientifique... que Jean-Félix de Bujadou saurait répondre à cette question. Mais je ne crois pas. De Gaulle, président du GPRF. Parce que, rien qu'à travers quelques cartons, et l'inventaire qui existe, il y a une matière fantastique. Comment est-ce que De Gaulle, dans cette période en réalité qui est parisienne, a dirigé le gouvernement? Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fois ses équipes, ses priorités, ses techniques, ses relations avec les uns et les autres, et je trouve qu'il y a une matière première extraordinaire dans les archives de Gaulle. Bon, au-delà de tout le reste. Hein. Donc voilà, c'est une idée pour le comité scientifique, le conseil scientifique. Bien, voilà. Alors, donc, j'en viens... Enregistrer le jour où je viendrai, je n'oublierai pas de venir, comme ça je pourrai en parler. Peut-être que l'année politique qui est ici, mais qui était tout en haut, et on risquait sa vie pour aller la chercher, sera désormais disponible. Non, mais voilà, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Bon, alors en fait, je me suis trouvé devant le dilemme suivant, comment prendre un petit peu ce sujet sur la pratique constitutionnelle, car il y a des aspects qui sont parfaitement connus. Il faut inévitablement en parler, et il y a des aspects dont j'ai envie de parler, mais je ne sais pas si j'en aurai le temps, je suis un peu comme Diane, et qui sont sûrement moins connus, mais au moins aussi intéressants, en tout cas, vu de mon point de vue, de quelqu'un qui a fréquenté pendant 40 ans l'administration et quelquefois les cercles proches du pouvoir. Alors, je vais quand même commencer par ce qui est le plus connu, le plus facile, peut-être le plus ouvert, et je voudrais d'abord évoquer les relations entre De Gaulle et les assemblées, et ensuite m'intéresser à De Gaulle, en réalité président du GPRF, un peu en prologue au colloque que j'évoquais ici, mais simplement, ça serait le premier paragraphe de l'introduction d'un futur colloque sur ce thème. Alors d'abord, De Gaulle et les relations avec les assemblées. Dans la période qui nous intéresse, il y a eu deux assemblées. Il y a l'Assemblée consultative et il y a ce qui est à l'époque l'Assemblée nationale constituante et qui deviendra pour l'histoire la première constituante. La période de la consultative est longue, puisqu'elle se termine en août 45. La période de la constituante est courte, puisqu'elle commence en novembre 45 et qu'elle se termine par le départ du général le 20 janvier 46. Mais il faut quand même bien les distinguer, parce que
il y a une césure fondamentale avec l'installation de la Constituante, et vous allez voir, je pense que c'est connu pourquoi. Donc je commence par la consultative. Et je prends la consultative à Paris et je laisse de côté la consultative à Alger, qui là aussi mériterait beaucoup d'études, parce que c'est une période qui est un peu oubliée. La consultative, bon, il y a même un certain nombre de ces éléments qui n'ont jamais été publiés. On trouve beaucoup de choses sur Internet, sauf il y a des trous. Hein, voilà. Bon, alors pour la consultative, j'ai deux périodes. Et pour bien montrer en réalité la manière dont les relations entre De Gaulle et cette Assemblée s'organisent. Il y a incontestablement avant la victoire et après la victoire. Et le climat politique change entre les deux, et Alain Laquiès en a d'ailleurs parlé assez longuement l'autre jour en évoquant les discussions sur la préparation du référendum d'octobre 1945. Alors, premier aspect, c'est effectivement avant la victoire. Avant la victoire, l'Assemblée consultative reste une chambre, bon, disons d'écho, une chambre quasiment œcuménique et unanime, en tout cas une assemblée, disons pas une chambre, une assemblée qui est toute tendue vers le soutien du gouvernement en vue de la victoire. Et on est entre septembre et mai, septembre 44 et mai 45, certainement dans une des périodes les plus consensuelles que l'on ait vécues. On l'ouvre par le discours de Chaillot du 12 septembre 44, où De Gaulle fait ce grand discours politique sur le programme et revient en réalité sur le gouvernement à Paris, 15 jours après y être véritablement arrivé. Et on remet en place l'Assemblée consultative à travers un certain nombre de réformes, dont une ordonnance du 11 octobre 44 qui va compléter, modifier le fonctionnement de la consultative, puisque maintenant on est à Paris, eh bien ce n'est plus cette assemblée un peu réduite d'Alger, on peut faire une véritable assemblée représentative. Alors il y a eu, semble-t-il, des discussions extrêmement longues sur la manière de recomposer l'Assemblée consultative, et notamment sur la question de savoir comment on allait inclure la résistance et les différents mouvements de résistance dans les membres de l'Assemblée consultative. En tout cas, l'Assemblée consultative va comprendre à ce moment-là 248 membres, 148 pour la résistance, 28 pour la résistance extramétropolitaine, 12 pour des représentants de l'outre-mer et 60 pour des parlementaires, évidemment de ceux qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Mais le plus intéressant serait, mais là je n'ai pas le temps, ni c'est pas tout à fait au cœur du sujet, d'examiner comment on a réparti les 148 sièges de la résistance entre les partis politiques et les mouvements de résistance. Et Diane vient bien de le dire tout à l'heure. Bon, le Parti communiste en a 6, le Parti radical socialiste 6, je ne peux que m'en réjouir, le Parti socialiste 6, les syndicats, la CGT, la CFTC, la Confédération générale de l'agriculture, etc. Et puis il y a ensuite les mouvements de résistants, ceux de la libération, ceux de résistance, combat, défense de la France, Force unie de la jeunesse patriotique, France au combat, Front tireur, Front national, Libération Nord, Libération Sud, etc., etc. Et il y a une répartition. Le plus gros contingent sur les 148 sièges de cette rubrique, c'est pour la Confédération générale du travail et pour le Front national, ce qui montre l'influence du Parti communiste et de ses satellites dans les discussions de l'époque, hein, puisque le Front national de l'époque, est-il besoin de le rappeler, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Aussi les Forces unies. Oui, non, mais il y en a d'autres. Mais on le sent, on voit très bien, à la fois dans les documents et dans l'année politique, le poids du Parti communiste, et même dans d'autres... J'aime bien faire des parenthèses de temps en temps, mais j'ai fait, il y a quelques semaines, une communication dans mon conseil municipal sur le rétablissement du conseil municipal démocratique en octobre 44 dans mon village, et j'ai été chercher les archives de la préfecture, et il y a une lettre incendiaire d'un représentant du comité départemental de la libération au préfet sur le thème, grosso modo, le Parti communiste n'est pas assez représenté dans le futur conseil municipal de ce
village, alors qu'honnêtement, il était à peu près inexistant. Bref, enfin, je ferme cette parenthèse, mais ça montre à chaque fois quelle a été l'influence du PC et le grand combat du général. Alors, cette ordonnance du 11 octobre, bon, indiquait également que l'Assemblée consultative siégera tous les 3 mois, une séance par mois tous les 3 mois, qu'il y aura des sessions extraordinaires, il y aura d'ailleurs beaucoup de sessions extraordinaires, et la première séance du 7 novembre 1944 au Palais du Luxembourg est évidemment empreinte d'œcuménisme. Elle élit Félix Zouin à sa présidence, et le 9 novembre, De Gaulle vient faire un grand discours, dans un autre contexte on intitulerait un discours programme, mais c'est un peu ça, mais c'est pas le vocabulaire évidemment de l'époque, et discours dans lequel il rend hommage à tout ce que vous pouvez imaginer, etc., passe de la pommade à tout le monde. Mais il y a quand même une petite phrase qui annonce un peu la suite, en tout cas de sa part. Les avis de l'Assemblée auront du poids, on ne va pas dire le contraire, dans la mesure où ils seront constructifs. Et donc, le général commence à se dire, tous ces gens, je commence à les connaître, bon, ils vont prendre la parole, ils vont raconter un certain nombre de choses, alors je les écouterai, mais il faudra qu'il soit constructif, et on verra dans quelques instants que le constructif, ça n'a pas toujours été le cas. Grosso modo, il y a peu de difficultés dans les relations entre l'Assemblée et le gouvernement pendant l'hiver 44-45, en tout cas, s'il y en a, elles ne sont pas retracées véritablement dans l'année politique, donc je pense qu'elles n'ont pas vraiment existé. Par contre, j'en arrive à la deuxième période, alors qui est tout à fait passionnante, c'est le printemps et l'été 45. C'est-à-dire, grosso modo, entre mai et la dernière période, la dernière séance de la consultative, qui est, sauf erreur de ma part, le 3 août. Alors, il y a 2 événements importants dans cette période et en mois de mai. Évidemment, le 8 mai, la fin de la guerre, mais, beaucoup plus important sur le plan politique, les élections municipales, qui ont lieu pour le premier tour le 29 avril et le deuxième tour le 13 mai, date futurement fatidique, mais c'est-à-dire que l'armistice se place au milieu du second tour. Bon. Et ça n'a pas l'air d'avoir de conséquences majeures. Mais ce sont les premières élections de l'après-guerre, dans un paysage politique complètement renouvelé, et l'année politique indique d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à évaluer les résultats, parce qu'on n'a pas de vrai point de comparaison, la loi électorale a changé, enfin bref. Ceci étant, une chose est claire, à Paris, dont les chiffres sont connus parce qu'on a une proportionnelle compliquée, mais une vraie proportionnelle, les chiffres sont les suivants. Aux élections municipales de 1945 à Paris, Parti communiste 29,6%, SFIO 11%, MRP 15,3%. Et on voit très bien, en tout cas à travers l'année politique, que dès les lendemains des élections municipales, il y a une montée en puissance des revendications politiques et des discours politiques, notamment du Parti communiste, sur le thème « Il faut que nous ayons notre juste représentativité dans toutes les instances ». Et si vous regardez les éditoriaux de l'Humanité, tels qu'ils sont repris par l'année politique, c'est extraordinairement clair. Donc, l'œcuménisme de l'hiver 44-45 va céder la place, à partir du mois de mai, à un retour véritablement du combat politique et de la demande des forces politiques d'avoir leur juste place. Et par ricochet, si le Parti communiste demande quelque chose, évidemment que les autres vont en faire autant. Alors il va y avoir un point d'achoppement très très fort, Alain Laquièze l'a évoqué mais indirectement la dernière fois, c'est la préparation de l'ordonnance du 17 août 1945, c'est-à-dire l'ordonnance qui va organiser le référendum et qui va prévoir, qui contient également la petite constitution sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, mais qui est surtout l'enjeu, est-ce qu'on revient ou pas à la Troisième République? Est-ce que l'Assemblée qui sera élue est constituante souveraine ou constituante limitée? Et vous vous souvenez de ce qu'a dit Alain Laquièze là-dessus, et des prises de position des uns et des autres. Il y a eu, à l'évidence, de très longues discussions à l'intérieur du gouvernement, et le 9 juillet, le Conseil des ministres passe des heures et des heures sur ce sujet. J'ai un peu de mal à imaginer de temps en temps le général de Gaulle président des réunions qui durent plus de 6 heures. Mais d'après l'année politique, il y en a qui durent beaucoup plus, parce que ça ne me paraissait pas être totalement dans son personnage ni dans son caractère. Mais il s'est plié aux contingences de l'époque. Et, pardon.
En fin de compte, le Conseil des ministres adopte le projet qui était celui du général de Gaulle, c'est-à-dire la double question avec on garde ou on ne garde pas la Troisième République, et l'Assemblée sera-t-elle souveraine ou encadrée, pardon. Excusez-moi pour ma voix. Bon, et cette prise de position le 9 juillet du Conseil des ministres et l'annonce de ce projet va immédiatement entraîner une réaction très forte du Parti communiste. Le lendemain, l'Humanité dit que ce projet est antidémocratique et inacceptable. Et on voit très bien qu'à partir de là, on entre dans un vocabulaire qui n'est plus du tout celui de l'œcuménisme précédent. Et on va, au fil des semaines, avoir de plus en plus de difficultés. Quant au Parti radical, il émet un certain nombre de réserves, mais pas du tout pour les mêmes raisons, mais parce qu'il suit un peu Paul Bastide et il garde une certaine nostalgie pour la Troisième République. En tout cas, il est dit, et le gouvernement dit, eh bien ce projet va être soumis à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée consultative. Et le débat a lieu à la consultative les 27 et 28 et 29 juillet. Et l'année politique le décrit, voilà, en citant tous les orateurs. Et il y a un débat très dur à la consultative sur est-ce qu'il faut une assemblée souveraine, pas d'assemblée souveraine. Grosso modo, la question de retour à la Troisième République est assez facilement écartée. Mais on a tous les arguments qui sont présentés. Et à la fin, il faut voter. Et la consultative, dans un premier geste d'affirmation politique de sa part, mais de rébellion également, va rejeter le projet d'ordonnance qui lui a été présenté par le gouvernement et le projet de loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics par un vote sans appel. 210 contre, 19 pour. C'est véritablement une majorité quasi unanime qui rejette le projet présenté par le général de Gaulle. Alors ensuite, il y a unanimité pour qu'il y ait une responsabilité ministérielle et il y a une majorité un peu moindre pour l'Assemblée constituante souveraine, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a là véritablement une rupture politique entre le gouvernement et la consultative. Ça n'empêche pas le général de continuer et le projet définitif. Merci, c'est gentil. Mais s'il y avait un verre d'eau quelque part, ça serait sympathique parce que j'ai un problème de voix, plus que ça. Et il y a donc une véritable césure politique et l'ordonnance du 17 août 1944 ne tient pas compte du vote de l'Assemblée consultative, mais on voit très bien d'où vont venir ensuite les difficultés des relations entre De Gaulle et les partis politiques. Hein, ce n'est pas uniquement le Parti communiste, ce sont aussi les socialistes, ce sont les MRP, ce sont les mouvements de résistance et ainsi de suite. Donc véritablement, il y a dans ce vote du 29 juillet, un peu oublié dans les récits habituels, les prémices de ce qui va se développer à l'automne 45 et sur lesquels je vais m'arrêter maintenant. Alors, c'est le dernier acte héroïque, disons, de la consultative, mais héroïsme à rebours d'une certaine manière, et donc j'en arrive à la période de la constituante. Alors, il y a cette longue période qui va septembre-octobre, où on est en campagne électorale, le référendum, etc. Bon, et les élections législatives le même jour. Bon. Et là, je m'arrête d'abord sur le contexte, quelques aspects sur le référendum. Il faut rappeler les chiffres pour se mettre dans la tête, pour comprendre les difficultés qui vont arriver ensuite. Le 21 octobre 1945, vous savez qu'il y a les deux questions. Alors la première question, grosso modo, est-ce qu'on revient pas à la Troisième République? Là, la réponse est claire, 96% ne veulent pas revenir à la Troisième République. Donc notre ami Paul Bastide est très très minoritaire. Bon. À la deuxième question, est-ce que l'Assemblée qui va être élue doit être gouvernée par les règles provisoires ou doit-elle être une Assemblée souveraine, à la fois dans sa durée, dans ses pouvoirs, etc. La réponse est moins nette, mais elle est en faveur de l'Assemblée encadrée, 66,6% du oui, mais ça s'explique par le fait que le Parti communiste, qui a fait voter oui à la première question, fait voter non à la seconde, et donc on a incontestablement un changement. Ça, c'est gentil de me donner un petit peu de... Voilà. C'est parce que sinon, je risque de ne plus avoir de voix tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, deuxième étape du 21 octobre 1945, c'est l'élection des députés.
Alors, qu'est-ce que donne le nouveau paysage politique? Parce que c'est fondamental en termes de relations entre les assemblées et le général. Alors, comme il se doit, les chiffres ne sont jamais exactement les mêmes selon les sources, parce que l'année politique les prend groupe par groupe, et donc il y a des tas de petits groupes. Bon, sur Wikipédia, on trouve des chiffres qui agrègent des groupes, bon, mais ça revient au même. Grosso modo, en chiffres ronds, le Parti communiste et les apparentés vont avoir 159 sièges, le MRP 150, les socialistes et apparentés, dont les musulmans algériens, 146, UDSR 42, Unité républicaine et apparentés 39, radicaux et radicaux socialistes et apparentés 29, républicains indépendants 14, non inscrits 7, tout ça nous donne 586. Bon, ce qui est important évidemment, ce sont les trois premiers groupes. C'est l'Assemblée tripartite, qui est bien connue par tous les historiens, mais avec des chiffres qui montrent en réalité qu'on est dans une fourchette relativement étroite. 146 pour les socialistes, 159 pour le Parti communiste, le MRP est au milieu à 150. Bon, certes, dans la vie parlementaire, dès qu'on a une voix de majorité, on est majoritaire. Yann a rappelé le 31 janvier 1875. Mais c'est quand même pas un effet de domination de l'un sur les autres. Et on comprend tout ce qui va se passer ensuite, la nécessité qu'il y ait une coalition au minimum de 2 et si possible de 3 partis. Alors, pour égayer un peu le paysage, le premier problème qui va se poser, c'est la manière dont le général de Gaulle va être accueilli à l'Assemblée constituante le 6 novembre. Parce que il va rendre visite à l'Assemblée, et est-ce qu'il est chef de gouvernement ou chef d'État? Et dans la tradition parlementaire française, évidemment, un chef d'État ne va pas devant une assemblée. Le chef de gouvernement, il s'assoit au banc comme il veut, il arrive dans un débat. Alors il va y avoir, et je vous le cite parce que je l'ai retrouvé dans les archives, bon, une note de M. Katz-Blamont, qui est secrétaire général de l'Assemblée constituante et qui sera ensuite le secrétaire général de l'Assemblée nationale, du 1er novembre 1945, il envoie à M. Palievski, directeur de cabinet de Gaulle, et il lui dit voilà quels sont les scénarios possibles pour l'arrivée du général de Gaulle le 6 novembre à l'Assemblée. Alors là, le premier scénario, c'est qu'il entre par la porte du quai d'Orsay, qui est celle du public, ça c'est pas possible. Bon, la seconde, c'est qu'il entre par la place du Palais Bourbon et l'escalier des ministres. Et la troisième, c'est qu'il passe par l'hôtel de la présidence et qu'il y a le cérémonial à travers la galerie des tapisseries et qu'il suive avec le président le cérémonial qui part du salon de départ. Alors, vous imaginez que c'est une question de la plus haute importance, hein. Bon, et ça, le général était extraordinairement attentif à toutes ces questions. Et donc, M. Palievski donne au général la note et la lettre, et on trouve la notation manuscrite du général de Gaulle, M. Palievski, d'accord pour passer par la présidence. Et donc, ce premier problème, comment accueillir le chef du GPRF à l'Assemblée? Eh bien, la question est réglée. Il y aura quelques aspects un peu plus sérieux, mais on trouve dans d'autres documents des aspects protocolaires extrêmement importants. Alors, premier problème, dès que le général, l'Assemblée s'est constituée, elle élit Félix Gouin, vous le savez, à sa présidence, bon, c'est la constitution du gouvernement. Bon, et c'est la première crise. Bon, c'est la crise que tout le monde connaît. L'année politique dit, enfin, en faisant le bilan de cette crise, il a quand même fallu 17 jours pour former le gouvernement. Alors que l'on est dans une période, bon, qui est le prolongement de l'unanimité nationale. Alors je ne sais plus quelle était la durée moyenne des crises de la troisième, bon, mais bon, on est dans une moyenne raisonnable. Bon. Alors comment est-ce que ça se passe? Là, je reviens dessus parce qu'en plus on a les documents, mais c'est très très éclairant. Et c'est le dernier aspect des relations avec les assemblées. Le 6, le général de Gaulle remet son mandat à la disposition de l'Assemblée constituante. Bon, et il dit, maintenant ma fonction est terminée, faites ce que vous voulez. Les 8 et 9 novembre, il y a un certain nombre de réunions, les uns disent il faut réélire de Gaulle, d'autres non. Le général dit en tout cas moi je ne suis pas candidat, vous pouvez voter pour moi mais je ne vais pas déposer ma candidature. Vous savez que la première fois où il déposera une candidature à une élection, c'est pour l'élection présidentielle de 1958, et encore, bon, il est candidat mais il a des parrains, et la vraie candidature c'est 1965. Bon, jusque-là il était élu sans être candidat, ce qui est une situation merveilleuse, hein, et que tous les élus présents dans cette
cette salle ne peuvent qu'adorer. Bon, le 13 novembre, le général de Gaulle est élu à l'unanimité, chef du gouvernement, et donc il commence immédiatement ses consultations. Mais dès le lendemain, on entre dans cette crise relativement bien connue due au Parti communiste, qui demande à avoir un des 3 grands ministères régaliens, voilà, avec les formules que l'on connaît ensuite, et on est dans l'impasse totale. Bon. Et dès le 16 novembre, le général de Gaulle remet son mandat à la disposition de l'Assemblée nationale. Le 16, il écrit au président Félix Gouin: pour répondre à l'appel que m'a adressé le 13 novembre dernier l'Assemblée nationale, j'avais entrepris de former le gouvernement, etc., etc. Certaines exigences impérativement formulées par l'un des partis et concernant l'attribution à l'un de ses membres de tel ou tel département ministériel déterminé m'ont semblé incompatibles avec ces conditions d'indépendance, de cohésion et d'autorité du gouvernement. Dans une telle situation, étant donné l'impossibilité où je me trouve placé de constituer un gouvernement d'unité nationale conforme à l'indication fournie par l'Assemblée et à mes propres intentions, j'ai l'honneur de remettre à la disposition de l'Assemblée nationale constituante le mandat qu'elle m'a confié. Bien. Est-ce que c'est une démission ou pas une démission? Le général dira: ce n'est pas une démission. Je demande simplement qu'on me confirme. Certains l'interprètent comme une démission. Mais il va y avoir pendant quelques jours une vraie crise, à tel point que le 19 novembre, le général de Gaulle envoie une nouvelle lettre au président Félix Gouin. Ayant eu connaissance d'interprétations diverses données à ma lettre du 16 novembre, au terme de laquelle je remettais à disposition de l'Assemblée nationale constituante le mandat qu'elle m'a unanimement confié, je crois nécessaire, sans préjuger des décisions de l'Assemblée, etc., de vous dire dans quel esprit la signification de ces démarches. Et il continue en disant: je suis prêt à continuer, mais il faudrait que vous me le disiez. Alors, en fin de compte, vous le savez, là, il y a des pages et des pages dans l'année politique. Bien. Le 19 novembre, l'Assemblée nationale confirme l'investiture du général de Gaulle, mais lui donne, une expression entre guillemets, mandat impératif de constituer un gouvernement tripartite. À mon avis, c'est le seul mandat impératif qu'il ait jamais reçu dans sa vie, en tout cas dans sa vie postérieure au 18 juin 1940. Et comme le Parti communiste, en réalité, a très bien senti qu'il ne pourrait pas récupérer la présidence du gouvernement, bon, parce que le SFIO s'y oppose, eh bien, il va s'incliner et accepter d'entrer dans un gouvernement dans lequel il n'aura aucun des ministères qu'il revendiquait. Mais, intéressant quand même, dans les dossiers, les archives de Gaulle de l'époque, on trouve un certain nombre de notes dont je ne sais pas toujours de qui elles émanent, hein, parce que ce sont des pelures et il n'y a pas toujours des signatures. Mais il y a une note du 20 novembre 1945, c'est-à-dire à la veille de la composition du gouvernement, un moment où il y a des réunions sans arrêt. Bon. Essai de classification des départements ministériels. Et on classe les départements ministériels en 3 catégories: les ministères politiques, les ministères techniques et les ministères militaires. Et l'auteur de la note propose un certain nombre, bon, non pas de noms, mais d'affiliations politiques pour ces ministères. Ceci est confirmé par une note plus courte du même jour, 20 novembre, c'est-à-dire la veille. Le gouvernement sera formé le 21 au soir. Hein. Donc le 20, on est en plein dans les discussions, et on trouve 9 ministères politiques, alors 3 pour la SFIO, 2 pour le MRP, 1 pour je ne sais pas qui, etc. Ministère technique, SFIO, etc. MRP, PC, et ministère militaire, en tout cas, là, aucune affiliation politique. Et on arrive à ce ministère qui va comprendre 5 communistes, 5 socialistes, 5 MRP, plus quelques autres. À mon grand regret, je ne le répéterai jamais assez, un seul radical, mais il est ministre de l'Éducation nationale, donc c'est comme ça, ceci compense cela. Et en tout cas, il va y avoir une constitution de ce gouvernement. Mais on voit très bien, à travers cette crise quand même de quasiment 3 semaines, 2 semaines et demie, bon, comment le climat a changé. Le général de Gaulle est dans une relation conflictuelle, il faut voir les choses comme elles sont, avec l'Assemblée constituante. Et dernière étape de ce conflit, mais c'est tellement connu est-il nécessaire de le rappeler,
ce sont les votes sur les crédits militaires le 31 décembre, la guérilla permanente et la remontée des partis, et la lettre du général du 20 janvier 1946, qui est, quand on la relit, tout à fait extraordinaire, bon, parce qu'il rappelle, en réalité, qu'il n'était pas candidat à sa propre succession 2 mois avant, en novembre 1945. Hein. Depuis le jour même où j'ai assumé la charge de diriger le pays vers sa libération, sa victoire et sa souveraineté, j'ai considéré que ma tâche devrait prendre fin lorsque serait réunie la représentation nationale et que les partis politiques se trouveraient ainsi en mesure d'assumer leurs responsabilités. Mais vous m'avez confié ça, et en me retirant, j'exprime le vœu profondément sincère que le gouvernement qui succédera à celui que j'ai eu l'honneur de diriger, de réussir dans la tâche qui reste à accomplir pour assurer définitivement les destinées du pays. Alors, cette lettre dont l'original a été exposé à Reims il y a quelques années dans une exposition sur, sauf erreur de ma part, les 40 ans de la Ve République, est assez extraordinaire parce qu'elle est à la main, et représentation nationale à R majuscule. Qui est bon. Alors, il est répondu à cette lettre par une lettre manuscrite de Félix Gouin, que j'ai un peu de mal à déchiffrer, mais il y a où également, je pense que les majuscules seront importantes. Je n'ai pas eu le temps de la transcrire, mais ma photocopie, enfin ma photo n'est pas excellente, donc je peux... Bon. Mais en tout cas, le général dit, tout ça, c'est terminé. Il y a également une réaction de Vincent Auriol, qui n'était pas présent au Conseil des ministres du 20 janvier au matin, parce qu'il n'était pas rentré de Londres, mais qui évoque un certain nombre de sujets. Et de temps en temps, je m'intéresse au style. Et alors, Auriol écrit à De Gaulle « Mon cher président », ce qui est évidemment une formule assez peu habituelle là, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon sincère attachement. Bon, et De Gaulle lui répond « Mon cher ministre », ce qui est plus classique dans le vocabulaire habituel du général. Alors en réalité, c'est la question de savoir si De Gaulle pourra parler à la radio ou non le lendemain de sa démission, et comment il va assurer la transition, tout ceci se réglant. Et il indique d'ailleurs dans cette lettre qu'il quitte l'appartement de fonction, le logement de fonction, c'est une maison qu'il avait à Neuilly, et qui va se réfugier chez quelqu'un d'autre, et quelques jours après, il s'en va à Cette-Fontaine, dans le château de la famille Vendroux. Alors, s'il me reste encore un tout petit peu de temps, oui, quand même, oui. Et puis comme je suis le deuxième, je le prends. Bien, mais j'en rendrai à Diane à une autre occasion. Je voudrais en arriver au deuxième aspect, parce que là, en réalité, bon, c'est assez connu. Bon, et on voit très bien, les relations se dégradent à partir du début de l'été 45, et en 6 mois, on passe d'un œcuménisme unanimiste à la démission du 20 janvier. Mais du coup, je me suis intéressé, deuxième aspect, à la manière dont le général de Gaulle avait un peu dirigé les affaires, et quel avait été son rôle en tant que chef du gouvernement. Alors, là, évidemment, vous ne serez pas étonné que De Gaulle exerce pleinement son autorité. Bon, c'est un béaba. Mais je suis toujours frappé à ce moment, quand je m'intéresse à ce sujet, à la page des mémoires de guerre sur le retour rue Saint-Dominique. Bon, pas simplement parce que c'est de l'autre côté de la rue, mais parce que je trouve qu'il y a dans ces quelques phrases à peu près tout. Bon. Et vous savez qu'il commence par aller à Montparnasse, bon, il voit Leclerc, il lui passe à Savon pour avoir accepté que Rol-Tanguy signe la réédition de von Scholitz, et après il reprend sa voiture et il dit « je vais rue Saint-Dominique ». Bon, puisqu'il se réinstalle au ministère de la Guerre et non pas à l'hôtel Matignon. Il avait d'ailleurs envoyé en éclaireur le colonel Le Chevigné pour que les choses... Bon, il décrit son parcours, ce qui est merveilleux parce qu'on le voit très bien le parcours, hein, le boulevard des Invalides, la rue Vanneau, la rue de Bellechasse, il arrive là, bon, il tourne dans la rue Saint-Dominique, et il arrive. Bon. La France a failli sombrer, mais au ministère de la Guerre, l'aspect des choses demeure immuable. Dans la cour, un peloton de la garde républicaine rend les honneurs, comme autrefois. Bon, on a quand même été le prévenir qu'il fallait qu'ils arrivent. Bon. Le vestibule, l'escalier, les décors d'armure sont tout juste tels qu'ils étaient. Voici en personne les huissiers qui naguère faisaient le service. J'entre dans le bureau du ministre, entre guillemets, que M. Paul Reynaud et moi quittâmes ensemble dans la nuit du 10 juin 40. Pas un meuble, pas une tapisserie, pas un rideau n'ont été déplacés. Sur la table, le téléphone est resté à la même place et l'on voit inscrit sous les boutons d'appel exactement les mêmes noms. Tout à l'heure, on me dira qu'il en est ainsi des autres immeubles où s'encadrait la République. Et là, l'essentiel.
rien n'y manque, excepté l'État. Il m'appartient de l'y remettre, aussi m'y suis-je d'abord installé. C'est quand même extraordinaire. Bon, hein. Je veux dire que s'il fallait un jour trouver une phrase qui symbolise le pouvoir d'État selon De Gaulle, indépendamment du début. Et le paragraphe, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Et donc, quel est le premier qui vient lui parler? Luisel, préfet de police, vient me faire son compte-rendu, c'est ensuite le tour de parodie, etc. Bon, donc, l'État revient là où il était, où il n'aurait en réalité jamais dû partir. Je trouve que cette description du retour de l'État légitime rue Saint-Dominique est à mettre en prologue en réalité à un certain nombre de nos réflexions. Mais c'était pas, c'est un peu pour le plaisir de vous détendre que je disais ça, mais parce que je crois que c'est vraiment le cœur en réalité de ce que va être l'action de De Gaulle à partir de ce moment-là. Et il va affirmer l'autorité du chef de gouvernement à travers toute une série d'éléments. Alors l'année politique pour ça est très utile. D'abord il y a cette série de voyages. Bon. De Gaulle, à partir de septembre 1944, est un extraordinaire voyageur. Il voyage partout. Il voyage partout parce qu'il veut se montrer, parce qu'il faut réaffirmer la présence de l'État, parce qu'il faut combattre effectivement la tendance des comités départementaux de libération, des petits CNR locaux, etc., que vous connaissez, à vouloir assurer le pouvoir. Mais c'est extraordinaire. Prenez les déplacements en France. Hein. Le général reste quand même à Paris jusqu'au 14 septembre. Mais le 14 septembre, il va à Lyon. Le 15 septembre, il est à Marseille et à Toulon. Le 16 septembre, il est à Toulouse. Le 17 à Bordeaux et à Orléans. Le 23, il inspecte les troupes dans l'est de la France. Du coup, le 25, il est à Nancy. 30 septembre, 1er et 2 octobre, il est dans les Flandres, à Lille, à Lens et à Arras. Il ne dit pas à Lille s'il va dans sa maison natale. Le 9 octobre, il est en Normandie. Le 23 octobre, en Brie et au Champagne, et il s'arrête à Colombey, et il cite le maire de Colombey. Le 24 octobre, il inspecte la première armée, et il est à Dijon. Et les 4, 5 et 6 novembre, il est dans les Alpes. C'est quand même un formidable programme de présence physique du chef de gouvernement. Et pour l'étranger, il y a eu plusieurs voyages, mais j'en prends qu'un. Je prends le voyage qu'on connaît par ses résultats, qui est à Moscou. Non. Mais c'est un long voyage. De Gaulle s'en va le 24 novembre de Paris et ne revient que le 16 décembre. Et pour ne pas avoir à passer évidemment au-dessus des territoires ennemis, il fait un très très long périple par l'Afrique. Et donc il part le 24 décembre. Il fait Paris, Le Caire, Téhéran, Bakou, Stalingrad. Il arrive à Moscou, et là pendant quelques jours il y a les discussions. Le 9 décembre, il y a la signature du pacte franco-soviétique, et il refait le même voyage au retour. Alors je ne pense pas que ça y est Stalingrad, peut-être Bakou, Téhéran, Le Caire, Tunis, puis Paris. Et il arrive à Paris le 16 décembre, après en avoir été absent pendant quasiment 3 semaines. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui un chef d'État ou de gouvernement s'absentant pendant 3 semaines? Même pour la bonne cause? Pas du tout. Bon. Et alors, peut-être hasard de l'histoire, il rentre le 16 décembre, qui est un samedi, et le lundi 18 au soir, c'est le premier numéro du Monde, daté du 19. Et le Monde en tête, la France et l'URSS ont signé un traité d'alliance, a un communiqué qui fait penser véritablement aux publications officielles que l'on a encore dans les régimes aujourd'hui peu démocratiques. Le général de Gaulle est rentré à Paris, comme on le sait, samedi dernier, venant de Moscou, etc. Le voyage de retour s'est effectué dans d'excellentes conditions. Il était accompagné de M. Bidot, de M. Rogomolov, du général Join, de M. Gaton-Palievski, etc., etc., etc. L'arrivée a eu lieu à 14h15. Les membres du gouvernement restés à Paris ont accueilli à cette descente d'appareil le général, comme il se fera pendant toute la période 59-69. Et bon, je cite ça parce que c'est le premier numéro du Monde. Et donc, quand on vous dit Le Monde a un côté à l'époque encore un peu officiel, en une, il y a le communiqué qu'on lirait aujourd'hui. Bon, je ne sais pas, je ne dirais pas, citerai pas de pays parce que ce ne serait pas gentil, mais il y a beaucoup de pays où on a ce genre de communiqué dans les journaux aujourd'hui. Donc, il a vraiment, de ce point de vue-là, un vrai rôle, je dirais, de Gaulle dans cette pratique de chef du gouvernement. Et puis, dernier aspect, ce sont sa direction des affaires du gouvernement. Le président du GPRF dirige le gouvernement. Et si ce n'est que dans la Constitution de 58 qu'on mettra le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il n'y a pas de doute à partir de août-septembre 44. Alors,
diriger le gouvernement, c'est faire beaucoup de choses. Je vais y passer rapidement, mais c'est un des aspects que j'approfondirai un jour parce que c'est tout à fait passionnant. Mais il y a des aspects de pure logistique et de gestion. Je suis tombé dessus, donc je vous le donne parce que c'est quand même extraordinairement anecdotique. Le 22 novembre 1944, Louis Jox, secrétaire général du gouvernement, envoie une note. Note à l'attention de Monsieur le général de Gaulle, président du gouvernement. Rien que la formule est originale. Et c'est une note sur le problème des indemnités à verser aux collaborateurs du secrétariat général du gouvernement et de la présidence du Conseil. Il faut des gratifications d'un montant variable selon les cas, etc. Et de la répartition est fixée par le secrétaire général. Et il demande 120 000 francs. Bon. Et De Gaulle met à la main, pour M. Pelevski, je suis d'accord, bien que je n'approuve pas une procédure de de genre, mais il me semble qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, ou il n'y a pas de meilleur applicable. Bon, donc, en novembre 1944, on pourrait se dire que le général a à s'occuper de grandes questions. Eh bien, il s'occupe de savoir si on donne des indemnités aux collaborateurs du secrétariat général du gouvernement. Et il le fait avec le style que je viens d'indiquer en signant CG, comme il le fait toujours. Alors, je passe sur quelques problèmes, et notamment toute une série de communiqués qui sont extrêmement intéressants, parce qu'ils montrent bien la manière dont on... Un communiqué à propos du 18 juin. Une prise d'armes avec remise de décoration aura lieu le 10 juin 1945, c'est le seul qui soit concerné. Contrairement à ce qui a été annoncé, le 18 juin ne sera pas jour férié. Et on communique au général ce projet, et il rajoute à la main en haut, la présidence du gouvernement communique de son écriture. Et voilà. Bon, et on a dans le dossier le communiqué sur l'exécution de Laval, le communiqué sur l'arrivée du maréchal Pétain, le communiqué de Laval, le ministère de la Justice communique, Pierre Laval a été passé par les armes à la prison de Fresnes le 15 octobre. L'heure était laissée en blanc, parce que, voilà, à 12h32, ce matin à 8h30, le procureur général Mornay était entré dans sa cellule pour lui annoncer le rejet de son recours en grâce. Le condamné avait tenté en vain de se suicider en absorbant une faible dose de poison. Donc je passe sur ces différents communiqués. Alors, il y a toute une série de choses. J'insiste, je signale 2 ou 3 aspects sur simplement la discipline. Car le sujet n'a pas changé. Le 23 octobre 1944, le général de Gaulle écrit au ministre « Mon cher ministre, il m'est apparu opportun d'appeler l'attention des membres du gouvernement sur certaines règles de travail qu'il est nécessaire d'observer. Il convient que les ministres ne s'absentent pas de la capitale sans l'assentiment du président du gouvernement. D'autre part, lorsqu'ils sont en déplacement, les membres du gouvernement doivent à tout moment pouvoir être touchés par les services de la présidence, etc. etc. » Je vois tous les successeurs à Matignon écrire, pas à Matignon parce qu'il est rue Saint-Dominique, mais quand ils seront à Matignon, écrire à peu près la même chose, peut-être dans un style un tout petit peu moins élégant simplement. Bon. Il y a une lettre de Mendès à De Gaulle du 27 mars 1945, il est encore ministre de l'économie pour quelques jours, dans laquelle il se plaint des indiscrétions qui se sont produites fréquemment à l'occasion de réunions du Conseil des ministres. Bon. Il y a une lettre du 13 décembre 1945 à Michelet, qui est ministre des Armées. J'apprends que la commission de la Défense nationale de l'Assemblée aurait décidé d'entendre le général Delattre. Il est évident que vous ne pouvez consentir à cela. Le général Delattre n'est responsable que vis-à-vis de vous, et il n'a rien à voir avec l'Assemblée ni ses commissions, même en votre compagnie. Veuillez me confirmer que cette audition n'aura pas lieu. Bon. On est... alors, aujourd'hui, les généraux vont devant les commissions de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du ministre, mais ils y vont seuls, le cas échéant. Bref, on a là un certain nombre d'éléments. J'en ai encore un ou deux, si Gilles me donne quelques minutes, parce que j'ai trouvé une ou deux choses intéressantes, sur 2 points qui annoncent un peu la suite. D'abord, il y a eu, à cette période, un projet, ou des projets, de répartition de la matière normative entre la loi et le règlement. Et il y a un long papier de René Cassin, d'octobre 1945, où on s'interroge comment est-ce qu'on pourrait répartir les choses entre ce qui va devenir la Constitution de 58, 34, 37. Et il y a même un projet de loi qui a été préparé, vu par le général, dit le tampon, donc il l'a vu, sur la répartition des matières. Bon.
Ça n'a pas eu de suite à l'époque, c'est devenu un peu une loi de 48, mais le sujet est abordé. Et puis, dernier point qui vous montre la manière dont le général dirigeait le gouvernement, il y a toute une série de documents sur le règlement du Conseil des ministres. Bon, et là, on est dans la suite d'Alger. À Alger, il y avait eu un projet de un règlement de travail, et c'est à Alger qu'on a inventé les 3 parties de l'ordre du jour du Conseil des ministres, A, B et C. Et il y a, à l'automne 45, un certain nombre de réflexions sur comment renforcer ça. Il y a même un projet de décret que l'on trouve dans les dossiers, vu par le général, sur la préparation des projets de loi, l'organisation des séances du gouvernement provisoire de la République, etc. Et pour des raisons que je n'ai pas encore explicitées, ce décret n'a pas vu le jour, mais il s'est transformé en un règlement des travaux du gouvernement provisoire et du Conseil des ministres, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 27 novembre 1945. Le général écrit à tout le monde, le Conseil des ministres a adopté dans sa séance du 27 novembre 1945 un règlement intérieur fixant les modalités selon lesquelles sera coordonnée par la présidence du gouvernement l'activité des différents départements ministériels. Alors il y aura un nouveau règlement en 1947, mais qui sera exactement dans le prolongement de celui-ci. Je signale simplement cela, et je vais presque terminer par là, parce que dans ces lettres qu'il envoie au ministre, le général dit « Voilà quels sont mes collaborateurs qui suivront les affaires de tel ou tel département ministériel. » Il dit « Donc vous pouvez vous adresser à un tel. » Et pour l'intérieur, c'est M. Brouillet, pour la justice, M. Donnet de Vabre, pour l'éducation nationale, M. Pompidou, pour la population, M. Jean Touchard, pour lequel je garde une très profonde admiration, et ainsi de suite. Bon, et voilà, donc il y a, à côté de tous les grands sujets sur l'avenir, l'organisation de la vie du gouvernement. Alors, cher président, mon cher président, comme dirait Vincent Auriol, j'en ai terminé en m'excusant d'avoir été un petit peu long, mais vous avez compris que je n'ai fait qu'effleurer certains des thèmes que j'aurais envie d'approfondir. Ce qui me paraît tout à fait évident, c'est que les relations entre le général de Gaulle et les assemblées ont commencé à s'envenimer dès qu'elles ont pu s'envenimer. En réalité, donc dès qu'il n'y avait plus besoin que la France soit au combat en permanence. Et là, on voit très bien à partir de mai-juin 45 la remontée des forces politiques, mais c'est pas très original. Et le deuxième aspect qui est peut-être plus original, c'est la manière dont le général de Gaulle a conçu et sa fonction de chef du gouvernement, à la fois dans sa représentation, dans sa symbolique, dans ses méthodes de travail, et c'est pour ça que je vous suggérais tout à l'heure qu'on s'y intéresse peut-être un peu plus. Du point de vue de l'histoire politique et de l'histoire administrative, il me semble qu'il y a encore un champ à défricher. Merci. Merci.